Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette septième jury visio qui va porter, comme vous avez dû le voir sur le thème de la procédure de recrutement des agents contractuels. Morgan Delson, conseiller juridique statutaire, très content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, Émilie Chapeau, conseillère juridique statutaire. Bienvenue sur ce webinaire sur la procédure de recrutement des agents contractuels de droit public. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour, Émilie Bulto, chef du service conseil juridique. On a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la procédure de recrutement des agents contractuels de droit public qui fait suite à notre tout premier webinaire Jurévisio qui portait sur le motif de recrutement. Puisqu'on a régulièrement de nombreuses sollicitations sur cette thématique. On va être ensemble pendant environ 1h30 sur un format assez dense, donc exceptionnellement, il n'y aura pas de quiz à la fin de cette session afin de pouvoir quand même vous permettre de poser quelques questions. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans l'outil, alors qui soit s'appelle chat, soit clavardage, soit c'est une bulle de BD, il est en bas à droite de votre écran. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation et en sachant qu'on consacre des temps dédiés pour répondre à vos questions à la fin de chaque partie. Cette session est enregistrée et vous retrouverez le replay du webinaire dans les prochains jours sur notre site internet, ainsi que des fiches statuts et des modèles d'actes. Et si tout fonctionne bien, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire, dans l'heure qui va suivre, le support de présentation par mail. Sans plus tarder, du coup, donc le sommaire, je ne sais plus si vous étiez déjà déconnecté ou pas. Donc on va voir on va faire un déroulé en étapes chronologiques de la création à la publicité de l'emploi. Ensuite, on fera un focus sur la réception et la sélection des candidatures. Ça, vous verrez ça avec Morgan et vous verrez enfin avec moi les dernières étapes, signature du contrat et la prise de poste. Émilie, sans plus tarder, je te passe la main. Oui, merci. Donc on va commencer ce webinaire par une introduction, donc avec quelques définitions, notamment sur la procédure de recrutement, qu'on peut définir comme l'ensemble des étapes qui permettent le recrutement d'un agent contractuel, donc de la définition du besoin à la signature du contrat. Ces éléments sont autant valables pour le recrutement initial que pour les renouvellements. Et enfin, une définition de ce qu'est un agent contractuel de droit public. Donc, c'est un agent non statutaire qui travaille pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique. Donc, c'est une définition qui est jurisprudentielle et il faut bien distinguer ces agents des agents vacataires et des agents contractuels de droit privé dont nous allons pas parler lors de ce webinaire. Donc les références juridiques sur lesquelles on s'est appuyé, donc il y a avant tout le code général de la fonction publique, mais aussi, le code général des collectivités territoriales, le décret 88-145 et une circulaire ministérielle du 27 décembre 2022. Donc première partie sur, la création et la publicité de l'emploi. Donc on va essayer de détailler ensemble les différentes étapes. La première, c'est l'analyse du besoin. L'autorité territoriale et l'organe délibérant disposent, quand même d'une certaine liberté d'appréciation dans la création de leurs emplois. Mais, c'est important de se poser, les bonnes questions avant de créer, un emploi. Notamment, est-ce que celui-ci, sera permanent ou non permanent? S'il est permanent, est-ce qu'il a vocation à être occupé pour un besoin permanent ou pour un besoin temporaire? Et s'il est non permanent, est-ce qu'on est plutôt sur un accroissement temporaire ou un accroissement saisonnier? Il faut aussi se questionner sur la quotité, de temps de travail en fonction, voilà, de l'organisation du service, des conditions de travail, des besoins et du poste aussi, qui a vocation à être créé. Donc il y a quand même quelques limites dans la création des emplois. Déjà, la première et la principale, c'est que c'est l'organe délibérant, qui a la compétence pour créer un emploi. Ensuite, il est interdit de créer des emplois, permanents qui seraient exclusivement pourvus par des agents contractuels. Donc là, on a plusieurs, jurisprudences qui viennent rappeler, ce principe. Il y a aussi, l'obligation de recruter en revanche sur certains postes et notamment sur, enfin de créer certains postes, notamment le poste, d'ATSEM.
Donc une ATSEM par classe, mais pas non plus d'obligation d'avoir, un ou une ATSEM à temps plein par classe. Ça, c'est le code des communes et une réponse ministérielle plutôt récente qui vient préciser, ces principes. Et enfin, il est impossible de recruter certains agents contractuels, enfin des agents contractuels sur certains emplois et notamment sur celui d'agent de police municipale. Donc ça, c'est prévu par le code de la sécurité intérieure. Depuis le décret du 19 novembre 2025, pour rappel, le seuil de 2 000 habitants, a été supprimé pour, la création, d'emplois sur les grades, d'attaché territorial principal, ingénieur territorial principal ou conseiller territorial des activités physiques et sportives. Donc la création de l'emploi, comme je viens de le mentionner, c'est l'organe délibérant qui prend un acte, pour décider de répondre à un besoin et qui inscrit un crédit au chapitre budgétaire, approprié. Donc la création d'un emploi, ça doit répondre à un intérêt public et enfin, très important, le code général de la fonction publique, un emploi, et non un grade. Donc, par exemple, création d'un emploi assistant RH, création d'un emploi agent d'entretien des espaces verts et ça vaut également pour les emplois non permanents. Il y a pas besoin en revanche de délibérer, spécifiquement pour, le recrutement sur le motif de remplacement d'un fonctionnaire absent puisqu'en tant que tel, l'emploi est déjà été créé. La délibération doit préciser le ou les grades qui correspondent à l'emploi créé, mais également aussi très important si l'emploi peut être pourvu par un agent contractuel. Si oui, elle doit indiquer le motif de recrutement, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et le niveau de rémunération. Il n'y a pas de précision sur la quantité de travail hebdomadaire, mais c'est recommandé de la faire figurer dans la délibération. Et enfin, toute nomination sur un emploi qui n'aurait pas été créé par l'organe délibérant est entachée d'une nullité et peut être annulée par le juge administratif. Donc, il y a un principe assez important qui est le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Donc, la délibération créée en emploi ne peut pas être rétroactive, pardon. Il y a quand même une exception, notamment possibilité de prendre une délibération rétroactive qui serait soit recognitive, soit nécessaire pour procéder à la régularisation d'une situation, puisque les agents publics doivent être placés dans une situation statutaire et réglementaire. Il y a une réponse ministérielle qui admet aussi que des événements exceptionnels, urgents peuvent justifier le recrutement d'un agent avant que la délibération soit prise. Autre point important, une délibération de principe n'est pas admise, c'est-à-dire une délibération qui autoriserait, le maire à recruter des agents contractuels pour des besoins, temporaires de façon, générale, ne peut pas se substituer à une délibération qui crée un emploi, sous peine de nullité. Donc, il n'est pas possible de prendre une délibération, de principe pour les accroissements, temporaires d'activité ou, les remplacements par exemple. Il faut vraiment que chaque délibération crée l'emploi. Donc cette délibération, elle doit être transmise au contrôle de légalité, donc à la préfecture et il n'y a pas besoin d'avis du comité social territorial, contrairement, à la procédure de suppression d'emploi. Donc on va continuer cette partie sur la notion de publicité de la création de la vacance d'emploi. Donc la déclaration et la publicité de la vacance d'emploi constituent la publicité légale de l'existence d'un emploi public, vacant ou créé, et qui est à pourvoir par un agent. Donc il y a 2 principales, étapes. La première, c'est la déclaration de vacance d'emploi. Elle est réalisée, au cas par cas si nécessaire sur le site emploi territorial et elle est ensuite vérifiée par les services, du centre de gestion qui publie et enfin publicité de l'offre d'emploi, par le centre de gestion
également au cas par cas, on détaillera, plus tard, sur le site, Choisir le service public. Donc la DVE, la déclaration de vacances d'emploi, elle est obligatoire pour toute création ou vacances d'emploi, d'un emploi permanent. Donc elle est, faite auprès du centre de gestion ou du CNFPT, en fonction des situations. Ça vaut pour le recrutement, d'un fonctionnaire ou d'un contractuel. Et ça vaut également pour le recrutement, pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire absent. Même si en tant que tel, le poste, n'est pas, réellement vacant, il faut quand même faire une DVE. Au contraire, pas de DVE pour, les emplois, non permanents, y compris pour les collaborateurs de cabinet. Et donc une exception à cette exception, c'est que pour les contrats de projet, même si ce sont des emplois non permanents, il faut faire une DVE, car leur procédure de recrutement est identique aux emplois, permanents. Enfin, la publicité, donc qui est égale à la notion d'offre d'emploi, qui est souvent mentionnée, et notamment aux articles L311-2 et D311-1 du CGFP. Et dans la circulaire, ce terme n'est pas égal à la notion de DVE qui est propre à la fonction publique. Seule l'offre d'emploi, permet de satisfaire, les obligations de publicité et d'alimenter, le site Choisir le service public. Et ça a avant tout but, de faire connaître les emplois publics vacants et de respecter le principe d'égal accès aux emplois publics. Donc cette publicité, c'est le centre de gestion ou le CNFPT, qui la réalise, sur un espace numérique commun qui est donc Choisir le service public. Elle est obligatoire pour, les emplois, pourvus dans le cadre d'un contrat d'une durée, supérieure ou égale à 1 an, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, pour la création d'un emploi, permanent de moins d'un an, mais ça reste quand même fortement, recommandé. Et il n'y a pas non plus de publicité pour la création d'un emploi en vue du reclassement d'un agent contractuel qui serait atteint d'une inaptitude, physique. Donc les informations qui doivent figurer sur, cet avis donc slash offre d'emploi sont énumérées à l'article D311-8. Il y a notamment, l'intitulé du poste, la fonction publique concernée et il y a également possibilité, d'indiquer des éléments complémentaires et je vous invite à aller consulter la circulaire du 27 décembre 2022 qui détaille, les différents éléments, possibles. Donc la publication, elle doit être réalisée, sans délai. Il est impossible de prévoir une première publication en interne pour donner une exclusivité aux agents qui seraient déjà en poste dans la collectivité. La durée de publication, elle doit être au minimum 1 mois, sauf s'il y a une urgence, particulière, pour, le recrutement d'un agent. Et on a 2 jurisprudences. La première qui indique qu'un délai de 19 jours de publication, ça a été jugé insuffisant, pour que tout le monde puisse avoir connaissance de cet emploi et un délai, en revanche de 2 mois et demi, a été jugé, suffisant par, la cour administrative, d'appel de Paris en 2009. Donc même lorsque cette, publicité, sur l'espace vacant n'est pas sur l'espace commun, pardon, n'est pas obligatoire, l'autorité doit quand même réaliser, la publicité de la vacance sur son site internet ou à défaut par tout autre moyen. Ça concerne toujours, enfin les emplois permanents, ce qui sous-entend que pour les emplois non permanents, il n'y a aucune obligation de publicité qui est prévue par les textes, mais elle reste, fortement, recommandée pour, pouvoir, faire connaître, le poste vacant, à tout le monde. Donc là, vous avez une capture d'écran de ce que vous pouvez, trouver, lorsque vous faites soit une dé enfin, lorsque vous débutez les démarches, de DVE sur le site emploi territorial.
et donc vous avez, une ligne, avec type, d'opération et c'est à ce moment-là que vous pouvez, choisir si vous faites une DVE plus une offre, juste une offre d'emploi ou juste une déclaration de vacances d'emploi. Donc il y a 3 opérations différentes. Donc concrètement, on a fait un tableau pour essayer, que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc concernant la déclaration de vacances d'emploi, pour rappel, elle est obligatoire pour, les emplois permanents, pour les vacances d'emploi permanents, y compris pour le recrutement d'un agent pour le remplacement d'un fonctionnaire absent et elle est également obligatoire pour la création d'un emploi, à pourvoir par un contrat de projet et elle n'est pas obligatoire pour les emplois non permanents. Enfin, concernant la publicité, donc l'offre d'emploi, est obligatoire pour, tous les emplois qui seraient pourvus dans le cadre d'un contrat d'une durée, supérieure ou égale à 1 an, également obligatoire pour les contrats de projet et en revanche, elle n'est pas obligatoire donc pour les emplois non permanents. Pour les emplois permanents d'une durée inférieure à 1 an, même si c'est fortement recommandé encore une fois et elle n'est pas non plus obligatoire pour la création d'un contractuel. Donc on vous propose 3 exemples, pour essayer voilà, d'illustrer, ce que je viens de vous dire. Le premier er et le plus, «classique» entre guillemets, c'est la création d'un emploi permanent qui est donc ouvert aux agents contractuels. Donc il faut bien une délibération qui crée l'emploi avec, qui mentionne que le recrutement d'un agent, contractuel est possible. Cette délibération doit être transmise au contrôle de légalité. Il faut ensuite faire une DVE au centre de gestion, car on est sur un emploi permanent, et une publicité, car on est également, sur un emploi permanent, d'une durée, supérieure à 1 an. Exemple numéro 2, si on recrute un agent contractuel pour remplacer un agent absent pour une durée de 6 mois, pas de délibération puisque l'emploi a déjà été créé. Il faut une DVE puisqu'on est sur un emploi permanent. Il faut faire, c'est pas obligatoire de faire une publicité car, le contrat dure, moins d'1 an, mais, il faut quand même publier, principalement sur son site internet ou via un autre moyen, mais il faut quand même rendre public, l'offre d'emploi et pas nécessairement sur l'espace numérique commun. 3e et dernier exemple, si on décide de recruter un agent contractuel, pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 9 mois, première étape, il faut une délibération qui crée l'emploi, transmise au contrôle de légalité. Pas besoin de faire une DVE car on est sur un emploi, non permanent et publicité, non plus. Elle n'est pas obligatoire, car on est sur un emploi non permanent, heu et vous pouvez quand même, heu, décider, voilà de le faire mais c'est pas, obligatoire, c'est conseillé. Donc j'ai fini avec cette partie sur la création et la publicité. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vais voir si vous avez des questions. Donc pour l'instant, pas trop de questions. Il y avait une première question qui portait sur les contrats de projet et leur durée, en l'occurrence. Donc c'est pas vraiment un sujet qu'on aborde, dans cette présentation. Pour le coup, Oui. on avait dû l'aborder dans notre toute première, jury visio, sur les motifs de recrutement et en détaillant un peu les différents types de contrats et leur durée notamment. Donc vous pouvez normalement trouver une fiche sur cette thématique en complément, qui est donc un peu complémentaire de de notre jury visio d'aujourd'hui, sur le site internet. Et pour répondre rapidement à votre question, normalement, qui portait sur en cas de renouvellement du contrat de projet, donc sur la durée du renouvellement possible, normalement, c'est pas limité à 1 an, me semble-t-il, mais peut-être qu'on vous répondra plutôt ultérieurement, vu que ça porte pas exactement sur le sujet d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, autres sur la partie d'Émilie qu'elle vient de présenter, on va peut-être attendre quelques instants, si jamais justement il y a des questions et puis ensuite on passera sinon à la partie suivante. Eh bien, on va enchaîner,
Hem, Ah, il y a des questions qui arrivent, juste maintenant, je ne sais pas si on les prend du coup, vu qu'on a un petit peu de retard, est-ce qu'on peut peut-être en prendre une ou 2 rapidement? Il y a une première question qui portait sur le fait de savoir si en cas d'agent qui serait en maladie, il y a lieu de faire à chaque fois des DVE pour, recruter son remplaçant donc, j'imagine. Techniquement, si à chaque fois qu'on souhaite recruter un agent, pour remplacer un fonctionnaire absent, il faut faire une DVE, oui. Il y a une deuxième question, quelqu'un qui demandait, enfin qui, faisait remarquer qu'il n'utilisait pas, choisir le service public, mais plutôt emploi territorial en tant que site. Oui, en fait, il y a une passerelle qui existe entre les différents sites de recrutement. Au centre de gestion, vous faites, vos démarches sur le site emploi territorial, mais c'est automatiquement, publié sur aussi choisir le service public, vu que c'est la plateforme, numérique, commune. Donc il y a un transfert, qui se fait, de site de recrutement à un autre. Au final, il y a eu pas mal de petites questions, peut-être au moins une dernière, on a une question qui, porte sur un contrat, à la base qui est inférieur à 1 an et le fait de savoir s'il faut une publication d'offre en cas, de renouvellement. Est-ce qu'il y aurait lieu d'effectuer une DVE et une offre, si on a un renouvellement qui serait pour le coup, pour une durée supérieure à 1 an, si j'ai bien compris la question? Alors je suis pas sûre Au-delà d'avoir, d'1 an. Ah, peut-être que la question porte sur le fait que, est-ce qu'il faut comment dire? Avec le renouvellement des contrats, est-ce qu'il faut prendre en compte la durée totale des contrats ou est-ce que c'est contrat par contrat? Peut-être? ah oui, OK. Hem, Là, faudrait, vérifier ce point-là, mais je pense que les règles, valent aussi bien pour les recrutements, initiaux que les renouvellements. Mmh. Mais je pense qu'il y a lieu de voir, contrat par contrat, en l'occurrence Ouais. plutôt, les durées. Très Je vois bien. qu'il y a pas mal de questions, je pense pas qu'on va pouvoir, Dans tous les cas, elles sont enregistrées et donc on pourrait y avoir, accès après la jury visio et puis pouvoir vous répondre, ultérieurement. Bon, très bien, on va peut-être pouvoir passer à la suite du coup. Merci Émilie merci. et on passe donc à la seconde partie qui va porter sur la réception et la sélection des candidatures. Cette partie va se scinder en 2 sous-parties qui vont être assez denses. Une première sur les conditions de recrutement et une seconde qui portera sur l'étude et la sélection des candidats. Avec, entre les 2 sous-parties, vu qu'elles sont, comme je dis, assez denses, on fera une petite pause avec, si vous le souhaitez, vous pourrez poser vos questions, à ce moment-là et je tenterai d'y répondre. Donc, commençons par, cette partie sur les conditions de recrutement des candidats, en évoquant la condition de nationalité, premièrement. Et bien, cette condition de nationalité est différente, tout d'abord, selon que l'agent est fonctionnaire ou contractuel. Mais ici, on va donc s'intéresser plutôt aux contractuels, évidemment et il est à noter que ces dispositions sont prévues dans la partie réglementaire du CGFP. Donc d'abord, il est possible de recruter un agent et c'est encore une fois prévu par le CGFP, contractuel qui est de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou également, c'est une possibilité, de nationalité étrangère. Mais concernant le recrutement d'un agent de nationalité étrangère, il va falloir au préalable contrôler, s'il se trouve bien en situation régulière au regard de la législation, sur le séjour des étrangers en France. Ce qui nécessite de vérifier si le candidat possède donc un titre de séjour valide qui va lui permettre de résider sur le territoire. Et sur ce point, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il existe plusieurs types de titres de séjour qui rentrent dans cette catégorie qui vont permettre, un recrutement. Et donc sur ce point, on a indiqué sur la diapositive qu'effectivement, il faut se référer au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais de manière un peu plus concrète, vous pouvez aussi, concrètement contacter la préfecture pour échanger sur ces points dans la mesure où c'est eux qui sont assez plus experts sur cette thématique et ils ont d'ailleurs une page de leur site internet qui est un peu dédiée, justement à ce sujet.
Donc toujours concernant les candidats de nationalité étrangère, il est à noter que le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile que j'ai cité juste avant, prévoit que les candidats qui ont déposé une demande de renouvellement de leur titre de séjour peuvent continuer à être employés ou recrutés pendant la période de renouvellement de ce titre de séjour. Et un autre point sur lequel, on attire aussi votre attention, c'est qu'il est prévu par le CGFP, que les candidats ressortissants étrangers ou apatrides ne peuvent effectuer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, heu, ou qui comportent, une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Ça, c'est une notion que vous connaissez peut-être et qui est importante à prendre en compte. Et ça va, comme on l'indiquait sur la diapositive, pouvoir s'appliquer potentiellement à des agents chargés d'état civil ou encore des ASVP, par exemple. Donc après le contrôle de la nationalité, nous passons effectivement au contrôle des droits civiques des agents, des candidats. Puisqu'en effet, un agent contractuel ne peut pas être recruté s'il fait l'objet d'une interdiction, de tout ou partie de ses droits civiques, qui sera donc prononcée par décision de justice. Ça, c'est précisé encore une fois, par le Code général de la fonction publique, qui renvoie à dans sa rédaction, aux droits civiques qui sont prévus par le code pénal, en l'occurrence. Et on a cité par exemple ici, qui peuvent être des droits civiques, en l'occurrence, que peuvent faire les agents, candidats. Et donc une perte de ces droits civiques découle, comme je l'ai dit avant, d'une décision de justice et sera donc mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats. Et en contrôlant le bulletin numéro 2, on vient donc contrôler si, les agents bénéficient bien de leurs droits civiques. Et nous allons justement enchaîner, sur la consultation du bulletin numéro 2 et plus généralement le contrôle des antécédents judiciaires. Avec donc comme je viens de le dire, le bulletin numéro 2 dans un premier temps, puis le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de FIGS. Puis ensuite le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le FIJET. Et enfin l'attestation d'honorabilité dont vous avez peut-être entendu parler récemment puisqu'il y a eu des textes qui sont sortis, sur ce sujet. Donc nous reprenons avec, le bulletin numéro 2 une fois de plus, qui va permettre le contrôle du casier judiciaire des candidats. Il est prévu que, les mentions portées au bulletin numéro 2 doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. C'est prévu par le CGFP une fois de plus. Et donc il doit y avoir une appréciation au cas par cas de la compatibilité entre les fonctions et les potentielles mentions, dans le bulletin qui se fait par l'autorité territoriale. Cette appréciation peut notamment se faire au vu de la nature de l'emploi à pourvoir, des circonstances des faits sanctionnés, du délai écoulé depuis la peine infligée et encore du niveau de responsabilité qui serait exercé par l'agent. Et en cas de contentieux, ce serait le juge administratif qui viendrait apprécier si les mentions étaient ou non compatibles, avec les fonctions. Ensuite, le bulletin numéro 2 est délivré gratuitement aux collectivités et il convient d'effectuer la demande auprès du service du casier judiciaire national automatisé, comme cela est prévu, par le code de procédure pénale à l'article R, 80 si je ne dis pas de bêtises. Une fois transmis, il va être conservé dans le dossier individuel de l'agent pendant une durée de 3 mois et là-dessus, c'est fixé par, un arrêté du 21 décembre 2012 comme, on l'a indiqué sur la diapositive. Nous passons ensuite au FIJES qui est un autre document important à contrôler, hem, qui est lui aussi encadré par le code de procédure pénale aux articles, qu'on a indiqués, juste ici. Il va permettre aux employeurs de vérifier qu'un candidat peut exercer des fonctions impliquant un contact avec des mineurs ou des fonctions impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité. Le contrôle du FIJES se fait par l'intermédiaire des services de l'État, par une télécommunication sécurisée et les services en question sont listés dans le code de procédure pénale, les services qui peuvent, justement communiquer le FIJES. Mais on a cité ici, par exemple, on peut citer le préfet, la préfecture. Il est aussi prévu que seule l'autorité territoriale est compétente pour faire la demande du contrôle du FIJES et pour plus d'informations sur les modalités de contrôle, il existe une circulaire ministérielle de 2011 qui précise, les modalités de consultation du FIJES et que vous pouvez donc, consulter pour plus, d'informations.
Enfin, il est à noter que le contrôle du FIJES est complémentaire du contrôle du bulletin numéro 2, puisque certaines condamnations vont apparaître au FIJES, mais pour autant peuvent ne pas figurer dans le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et ça s'explique pour une raison, assez simple, qui est que la durée de conservation des condamnations sur ces 2 fichiers, peut, diffère en l'occurrence, peut différer et donc un simple contrôle du bulletin numéro 2 ne peut ne pas suffire, surtout s'il s'agit donc d'un recrutement d'agents ou de contrôler un candidat qui aurait ensuite, des fonctions avec un contact en lien avec des mineurs ou des majeurs, vulnérables. Voilà pour ce qui est donc du FIJES. Nous passons maintenant au FIJET que j'ai cité précédemment. Hem et qui lui est aussi encadré par des dispositions du code de procédure pénale. Il convient de le contrôler quand il y a, dans certains cas de recrutement, une interdiction légale d'exercer certaines fonctions pour, certains agents, heu, qui auront, subi une condamnation pour terrorisme. C'est ce qui est indiqué sur la diapositive. Cette interdiction va concerner des agents qui sont régis soit par l'article L 133-6 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire donc des agents, qui exercent dans un service ou établissement, mais également ça va concerner les agents exerçant une fonction d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive, comme cela est prévu dans le code du sport. Et donc pour ces agents, il y a lieu de consulter le FIJET, puis, le bulletin numéro 2 et le FIJES, heu, pour voir si justement on a des mentions, différentes. Il est ensuite prévu que le FIJET peut être consulté pour toute procédure de recrutement par une autorité territoriale, hem, ainsi qu'en cas de délivrance d'agrément. Ça, c'est prévu par les textes. Il revient alors à l'autorité territoriale d'apprécier si les mentions éventuelles au FIJET sont compatibles avec les fonctions envisagées. Et il est à noter que le contrôle du FIJET se fait par demande au représentant de l'État dans le département. Donc sur ce point, vous pouvez consulter, ou plutôt contacter les services de la préfecture, sur ces éléments. Pour en finir avec, cette, partie sur le contrôle des antécédents judiciaires des candidats, je vais maintenant aborder l'attestation d'honorabilité qui, elle, est aussi prévue, par les textes et en l'occurrence encadrée par le code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que l'attestation doit être transmise en cas de recrutement sur certains emplois sur lesquels les agents interviennent directement ou indirectement auprès de plusieurs établissements, plusieurs types d'établissements différents, pardon, qui sont listés, en l'occurrence, à l'article R 133-1 du code de l'action sociale et des familles. On a listé, en l'occurrence, les publics qui vont être concernés, auprès desquels les agents vont intervenir. Ça va être les mineurs, les personnes âgées ou encore les personnes en situation de handicap. Le décret de 2026 que vous avez peut-être dû voir passer, sur lequel on a publié une activité, récemment, hem, eh bien, il vient prévoir une extension de ce contrôle de l'attestation d'honorabilité à certains agents publics et il est également prévu un arrêté en complément, de ce décret qui prévoit un déploiement, si je peux dire, échelonné dans le temps de ce contrôle, et de l'applicabilité de cette, attestation d'honorabilité, et c'est donc échelonné dans le temps et selon les territoires. Donc si vous avez des questions davantage sur ce sujet et de savoir, dans quel cas, il y a lieu de la réaliser ou non, vous pouvez consulter l'actualité sur notre site internet qui vient le détailler et je ne vais pas rentrer davantage ici sur, ces éléments. Ensuite, le candidat doit transmettre donc l'attestation d'honorabilité à la collectivité employeur avant le recrutement, c'est prévu, par les textes et l'attestation va être délivrée par le directeur général de la cohésion sociale ou par le président du conseil départemental, selon les agents concernés. Le contrôle de l'attestation permettant de vérifier si le candidat ne fait pas l'objet d'une condamnation qui, rendrait le recrutement impossible du fait des fonctions qu'il serait amené à exercer. Sur ce point, on peut indiquer, que l'attestation permet justement de contrôler d'une part le bulletin numéro 2 et d'autre part, celle des familles. Ça va s'afficher normalement sur la slide suivante. Hem, donc il faut bien prendre en compte que l'attestation d'honorabilité n'est nécessaire et transmise que dans certains cas.
puisqu'en l'occurrence, pour les recrutements sur les emplois, dont j'ai cité, le le périmètre, il y a 2 slides de ça, ça va s'appliquer. Mais dans d'autres cas de figure, on ne va pas avoir, d'attestation d'honorabilité nécessaire avant de recruter les agents. Hem, Comme par exemple, on a cité, sur la diapositive ici, les agents des services périscolaires. Donc pour ces agents qui sont pour autant en lien avec des publics, jeunes, par exemple, pour les services périscolaires, dans la mesure où on n'a pas d'attestation d'honorabilité à contrôler, il faut pour autant pouvoir bien contrôler le bulletin numéro 2, ainsi que le FIGES et le FIGET, dont j'ai pu parler juste avant. Enfin, il est aussi possible qu'une personne obtienne une attestation d'honorabilité et ait pour autant des condamnations sur son bulletin numéro 2. Puisque, on peut avoir des condamnations qui seraient, comment on va dire? D'une gravité, faible, si on peut dire ça comme ça, qui ferait qu'elle ne serait pas indiquée, et que l'attestation d'honorabilité, pardon, pourrait être tout de même transmise et donc le recrutement pourrait être envisagé juridiquement. Et bien pour ces cas-là, par exemple, et dans l'hypothèse de ces cas-là, le contrôle du bulletin numéro 2 peut tout de même bien vérifier, qu'il y a aucune condamnation et qu'on a bien une compatibilité entre les fonctions et les condamnations, qu'il pourrait y avoir sur le bulletin numéro 2 du coup. Voilà, j'en termine avec cette attestation et je passe maintenant, avec la position régulière au regard du code du service national, qui est un autre élément à prendre en compte. Hem, on a sur ce point 2 possibilités. Soit les candidats, de nationalité française masculins, sont nés avant le 31 décembre 1978, auquel cas ça va être l'état signalétique des services militaires qu'il va falloir, vérifier. Et dans la deuxième hypothèse, pour les personnes nées après le 31 décembre 1978, il faut contrôler le certificat individuel de participation soit à la JAPD, soit à la JDC qui existe depuis, 2011. Une autre condition à respecter maintenant va être celle de l'âge des candidats, avec un âge minimum et un âge maximum qui est fixé par les textes. Donc tout d'abord, l'âge minimum, le CGFP, comme on l'indiquait ici, ne vient pas fixer d'âge minimum de recrutement pour un agent contractuel. Il ne le fixe pas, concrètement par écrit dans un article. Pour autant, on a un principe qui est que aucun jeune ne peut normalement travailler, avant 16 ans, ce qui va correspondre à l'obligation scolaire qui est fixée par le code de l'éducation. Et ce qui pour ces agents, pour ces candidats-là qui seraient mineurs, on va avoir la nécessité d'abord, d'avoir l'accord préalable du représentant légal, du candidat mineur. Mais il y a une exception à ce principe qui va concerner, les recrutements de jeunes de 14 ou 15 ans qui vont être possibles sous certaines conditions, que je ne vais pas davantage détailler ici, mais pour information, on a réalisé récemment dans notre Juridico un article sur cette thématique. Et enfin, à noter qu'il convient en tout cas de respecter, dans la mesure où il y aurait un candidat ou un agent recruté qui serait mineur, les dispositions du code du travail qui sont prévues, sur ce point, notamment notamment concernant les conditions de travail, pardon. Après l'âge minimum, nous avons donc, comme je l'ai dit, l'âge maximum des candidats. Hem, pour le coup, il est bien fixé par le code général de la fonction publique, avec un âge, maximal qui sera fixé à 67 ans pour le recrutement d'agents contractuels. Avec pour, exception, par exemple, les médecins de prévention ou les médecins du travail qui ont, eux, un âge limite dérogatoire fixé à 73 ans. Pour tous les autres agents, c'est donc l'âge de 67 ans qui s'applique, avec une sorte de pas d'exception, mais de possibilité de continuer au-delà des 67 ans, qui est prévu par les textes et qui va être, pour le coup, possible jusqu'à 70 ans, mais sous certaines, modalités. Puisqu'en effet, ça n'est pas possible pour des agents, heu, qui voudraient un nouveau contrat, mais seulement pour un agent qui aurait déjà un contrat en cours et qui ferait la demande au préalable de maintien en fonction, sur ce contrat. Nous avons donc mis un exemple qui illustre cette, possibilité, avec un agent qui aurait 66 ans, qui serait sur un CDD de 3 ans. Eh bien, l'agent va devoir faire une demande de maintien en fonction,
heu, un peu avant ou à ses 67 ans pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Car s'ils ne le réalisent pas, on a comme indiqué ici des jurisprudences qui sont venues indiquer que, eh bien, un recrutement ou un maintien en fonction, au-delà de cet, âge maximal, eh bien, on va avoir un contrat qui doit être considéré comme nul et non avenu. Donc ça va entraîner la nullité du contrat. Nous passons maintenant à une autre condition respectée, qui va concerner le diplôme des candidats. Avec un principe qui est que il n'y a pas de détention de diplôme nécessaire, sauf dans certaines exceptions qu'on a, ici listées. Ces exceptions sont donc, les personnes en situation de handicap qui sont recrutées sur la base de l'article L 352-4 du CGFP, ancien article 38. Les emplois de direction également, à recrutement direct sur le fondement de l'article L 343-1 du CGFP, mais aussi les agents exerçant des professions qui vont être légalement réglementées. On a mis ici quelques exemples. Ou encore, des fonctions subordonnées à la détention de diplômes ou de qualifications particulières et comme exemple, on a ici indiqué, les fonctions de maître nageur. Avant d'en terminer avec les conditions de recrutement des agents contractuels, je vais mentionner quelques autres éléments qu'il convient de prendre en compte, avec tout d'abord les agréments et les assermentations actuelles. Donc là, ça va être au cas par cas et pour quelques exceptions, mais on peut ici citer, les agents qui vont exercer des missions d'ASVP par exemple, avec une assermentation et un agrément, nécessaires. Ou encore, les agents qui vont réaliser des missions, d'assistants temporaires des agents de police municipale. Également, il faut tenir compte pour certains agents d'une condition d'aptitude préalable et là, c'est un point particulièrement important à mon sens, puisque on n'a plus de conditions générales d'aptitude, pour tous les agents préalablement au recrutement. En effet, ça a été supprimé, depuis 2022 et cette condition ne va s'appliquer plus que pour certains agents et en l'occurrence, les sapeurs-pompiers qui seront recrutés en tant que contractuels, du coup. Pour les autres agents, j'insiste là-dessus, ça a été supprimé et le fait de l'appliquer tout de même, ça pourrait être considéré comme une discrimination, pardon, à l'état de santé des agents, potentiellement. Enfin, j'en termine avant de faire un premier point, questions-réponses. On a une dernière condition qui va concerner la transmission des certificats de travail. Ça encore une fois, c'est prévu par le code général de la fonction publique, puisqu'on doit avoir effectivement un certificat de travail qui doit être délivré par l'ancien employeur de l'agent, du candidat plutôt, à l'expiration des contrats, qui ont pu avoir lieu, par le passé, que l'agent a pu avoir, dans le passé, ou en cas de rupture également anticipée d'un contrat de projet. Donc si un candidat, heu, a justement des certificats de travail du fait de ses anciens emplois en tant que contractuel, eh bien, il doit pouvoir les transmettre pour attester de son ancienneté de service public. Voilà pour cette première partie. Y a-t-il des questions? Oui, il y a eu quand même, quelques questions, je pense qu'on va en faire quelques-unes. Alors il y a des questions, OK, enfin qui ont déjà obtenu une réponse, de par la suite de ta présentation, donc je pense qu'il y a pas besoin de revenir, là-dessus. Mais il y a notamment une question sur est-ce qu'il est possible dans le cadre d'un recrutement d'un agent, de vérifier son casier judiciaire, avant, en amont du jury de recrutement? Est-ce qu'en termes de temporalité, ce serait possible? Bonne question. Je sais que généralement il peut y avoir un délai de transmission justement de ces éléments, pour pouvoir réaliser le contrôle. Hem, il me semble pas qu'il y ait de temporalité qui soit vraiment prévue par les textes. Mmh. Donc dans la mesure où ça peut mettre du temps justement que ces documents soient transmis, je dirais que ça peut être une bonne idée d'en demander la communication, avant. Maintenant, ça supposerait que, comment dire? En fonction du nombre de candidats, au poste, ça peut demander, selon quand est-ce que vous à quel moment de la procédure vous voulez, cette transmission, ça peut du coup, faire en sorte qu'il y a plus de bulletins numéro 2 ou de FIGES ou ou autres documents, notamment le FIGET qui seraient transmis. Mais je vois pas de
problématique à ce que ce soit communiqué en amont a priori. Mmh. Ensuite, c'est la question de est-ce qu'il faut, demander, le bulletin, numéro 2 dans le cadre d'un renouvellement de contrat? Bonne question. Dans la me Oui, j'aurais tendance à dire que potentiellement oui, ça va dépendre de la durée du contrat. Puisque au bout d'un moment, le bulletin numéro 2 va pas pouvoir être conservé dans le dossier de l'agent d'une part. Hem, on peut potentiellement imaginer qu'il y aurait eu des condamnations pendant que l'agent était recruté, qui pourraient avoir eu lieu et pour autant l'information pourrait ne pas être communiquée à la collectivité et dans la mesure en plus où on a une procédure de recrutement qui serait à nouveau, il faudrait en plus de cela ben, recevoir potentiellement d'autres candidats pour lesquels, la collectivité demandera le bulletin numéro 2. Donc je pense que pour un agent qui serait renouvelé, dépendamment de la durée du contrat, hem, je pense que ça aurait lieu de s'appliquer. Peut-être qu'on pourrait faire des recherches, Mmh. ultérieures sur ce point. C'est un point que je vais pas trop anticiper en tout cas, mais je pense que oui, concrètement, Mmh. s ça j'imagine que c'est pas forcément fait, tout le temps, mais Oui. je vois pas pourquoi ça s'appliquerait pas a priori. Donc ça paraît possible en tout cas. Je pense qu'on a le temps pour une troisième question. Est-ce que l'attestation d'honorabilité doit être demandée, soit, par exemple, à un agent technique qui interviendrait au sein d'une école ou à un certain personnel extérieur, notamment des kinés Mmh. qui interviendraient aussi, Alors, a priori, ça va dépendre principalement des établissements, si je ne dis pas de bêtises, dans lesquels les professionnels vont exercer leurs fonctions. En fait, c'est à ça qu'il faut se référer. Si ce sont des établissements, pour lesquels il y a effectivement lieu de demander une attestation d'honorabilité ou de la contrôler obligatoirement avant que l'agent soit recruté, et bien là, indépendamment de si le professionnel va exercer ses fonctions directement ou indirectement, en lien avec les publics concernés, dits «fragiles» entre guillemets, eh bien, il y a lieu de demander l'attestation d'honorabilité. Ça va vraiment dépendre des établissements plus que des fonctions exercées, a mmh, priori. ouais. Je pense qu'on va pouvoir passer à la seconde partie de ta présentation. Très bien. Donc nous passons, comme je l'ai dit, un peu plus tôt, à l'étude et la sélection des candidatures. Nous rappelons ici dans un premier temps, un principe important à respecter, qui va être que la procédure doit garantir l'égal accès aux emplois publics pour les candidats. C'est prévu par le CGFP. Elle doit aussi respecter certaines garanties, avec tout d'abord une protection contre les discriminations liées au sexe, à l'âge ou à l'état de santé, ou la situation de handicap des candidats. Aussi une protection contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, ainsi qu'une protection des lanceurs d'alerte. Ces principes sont donc prévus dans le CGFP, comme je l'ai dit, pour les emplois permanents en l'occurrence, mais il y a lieu a priori de les respecter, pour tout recrutement, même si on n'est pas sur un emploi permanent. Ça semble, ça semble important d'y faire attention. Ensuite, les candidatures doivent être adressées dans la limite d'un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois, sauf urgence. C'est prévu par les textes, encore une fois l'article, L 332-21 du CGFP. Non pardon, ça c'est les dispositions précédentes, pardon. Hem, mais également, le CGFE prévoit que, l'appréciation des candidatures doit se fonder sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelle, et le potentiel du candidat. Ainsi que, j'en oublie un, je crois, oui, la capacité à exercer, ses missions. Donc les textes prévoient des critères sur lesquels, il faut se fonder pour apprécier les candidatures. Mais pour autant, l'autorité territoriale peut prévoir des modalités complémentaires de recrutement, qui vont permettre d'éclairer, les critères que je viens de citer. Tels que par exemple, on a ici, cité des des éléments auxquels vous avez peut-être recours, ça peut être des tests techniques, des cas pratiques, des mises en situation ou encore, d'autres modalités, selon les besoins et selon les cas. Ces éléments ne sont pas prévus par les textes, qui restent assez général sur ce point pour permettre au cas par cas de proposer des modalités complémentaires.
Ces modalités doivent pour autant être mises en œuvre de manière identique pour l'ensemble des candidats à un même emploi et elles doivent être publiées par tout moyen approprié. On l'a mis entre guillemets parce que c'est la formule qui est utilisée, dans le CGFP à l'article R332-7. Donc voilà, sur ce point. Et l'autorité, enfin territoriale, doit accuser réception de chaque candidature et vérifier leur recevabilité. Il est également à noter que le CGFP prévoit que pour les recrutements sur emploi permanent, il est possible d'écarter toute candidature qui ne correspond manifestement pas au profil recherché, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle. Encore une fois, c'est la formulation utilisée dans cet article. De même, et là il s'agit d'un point particulièrement important que je tiens à souligner, le CGFP prévoit qu'en cas de recours à l'article L332-8 du CGFP, en l'occurrence pour un recrutement pour emploi permanent dont la nature des fonctions ou les besoins du service justifient le recrutement d'un agent contractuel, eh bien, il convient de constater au préalable le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Et ça va aussi s'appliquer, c'est prévu par le CGFP, en cas de renouvellement du contrat. Et il faut vraiment insister sur ce point, sur lequel il faut vraiment être attentif, et c'est pourquoi nous avons fait ici un petit de la procédure à suivre dans ce cas de figure. Donc, pour présenter ce schéma, on voit effectivement que on part de l'examen des candidatures des fonctionnaires dans un premier temps et pendant que cet examen se fait, on met de côté les candidatures d'agents contractuels. Ensuite, on a 2 options donc. Si on a des candidatures de fonctionnaires qui vont être intéressantes, pour l'emploi concerné, il va falloir les convoquer à un entretien et soit on va avoir un agent qui va être retenu du fait d'une candidature qui convient bien à la collectivité, soit au contraire, on n'aura pas de profil, d'agent fonctionnaire qui est vraiment satisfaisante, auquel cas, c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser, aux candidatures d'agents contractuels, c'est bien ça. Mais il est également possible qu'on n'ait vraiment pas de candidature de fonctionnaire, auquel cas, même chose, on va s'intéresser aux candidatures de contractuels. Mais avant de les examiner, il y a un préalable important qui est qu'il va falloir constater par écrit le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. C'est important de le faire, notamment si jamais il y a un potentiel contentieux, ça a bien été, effectué par la collectivité. D'où l'importance de le consigner et de le constater par écrit. Et une fois que ça a été fait, c'est à ce moment-là qu'on va effectivement examiner les candidatures d'agents contractuels et potentiellement réaliser des entretiens, et cetera. Voilà pour ce petit schéma. Hem, un élément à noter concernant les contrats d'accroissement temporaire d'activité ou, d'accroissement saisonnier, donc les emplois non permanents. On n'a rien de prévu de particulier dans le CGFP concernant ces types d'emplois et pour la procédure à suivre. Mais pour autant, on vous conseille de suivre les principaux principes, si je puis dire, des règles applicables pour les emplois permanents. Ça paraît judicieux de les suivre. On peut par exemple penser, au délai pour adresser les candidatures, pour les candidats ou, les critères pour apprécier les candidatures que j'ai listées, un peu avant. Après ces éléments, nous passons à l'entretien de recrutement. Avec le code général de la fonction publique qui prévoit en son article R332-12, qu'il convient de convoquer les candidats à un ou plusieurs entretiens. Mais à contrario, il est à noter qu'un autre article prévoit qu'il n'y a pas d'obligation de réaliser un entretien pour un recrutement temporaire, dans le cas d'un remplacement sur emploi permanent pour une durée inférieure ou égale à 6 mois. Et donc ce serait sur, le motif d'un 332-13 et et en l'occurrence, c'est la partie réglementaire, le 332-14, l'article R332-14 du CGFP qui le prévoit. Il est aussi précisé que l'entretien est mené par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale, en s'adaptant à la nature de l'emploi et aux responsabilités que l'emploi implique. Et il est aussi prévu de réaliser le ou les entretiens potentiellement en visioconférence. Une fois de plus, c'est prévu dans le CGFP. Le CGFP prévoit aussi d'autres éléments auxquels il faut prêter attention.
et ça va concerner une, information préalable des candidats sur des obligations déontologiques qu'ils vont devoir respecter, en tant qu'agents de la fonction publique. On a fait ici un petit listing, ça va concerner notamment, les devoirs de dignité, probité, neutralité et cetera, donc les obligations un peu générales des agents, mais aussi, des éléments en matière de conflit d'intérêts, d'obligations déclaratives, de règles de cumul ou encore de prise égale d'intérêts. Et ces éléments sont cités par les dispositions réglementaires qu'on cite, sur la diapositive. À l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document qui va préciser les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné doit être ensuite établi et transmis, à l'autorité de recrutement, et c'est alors l'autorité de recrutement qui va décider de la suite à donner à la procédure, en informant les candidats non retenus par tout moyen approprié. Et là, c'est encore une fois prévu par le texte, et rédigé comme ça. Donc cette notion de moyen par tout moyen approprié, ça peut être par mail, par courrier, selon le choix de la collectivité. Un petit focus une fois de plus pour les emplois non permanents. Encore une fois, rien n'est prévu concernant l'entretien par le code général de la fonction publique, mais pour autant, on vous conseille de suivre les principaux éléments applicables pour les emplois permanents, heu, notamment de leur durée et de leurs particularités. J'en termine avec cette partie sur la réception et la sélection des candidatures, en abordant avec vous la notion de promesse d'embauche. Cette notion n'est pas réellement définie ou encadrée par les textes, mais elle a pu être précisée par la jurisprudence. Elle résulte généralement d'éléments écrits adressés aux candidats, le plus souvent donc après un entretien, et elle va pouvoir prendre la forme potentiellement d'un courrier, d'un mail, qui serait adressé en des termes précis et non équivoques concernant le recrutement. Ça peut donc être par exemple un courrier ou un mail, un courriel qui serait adressé, qui serait intitulé «Confirmation de recrutement». On n'aurait pas trop de doute sur l'objet, de la communication faite aux candidats. La jurisprudence ayant pu préciser qu'il n'y a pas besoin, qu'il y ait une signature du contrat au préalable pour qu'il y ait une, promesse d'embauche, d'identifiée, heu, par le juge, et il peut y avoir une promesse d'embauche, notamment en cas de renouvellement de contrat. Le juge administratif va donc se baser sur un faisceau d'indices pour apprécier au cas par cas s'il y a eu ou non une promesse d'embauche, et il est à noter par exemple que, ça a été reconnu qu'il y avait une promesse d'embauche, pour un courrier de recrutement et d'invitation à un rendez-vous pour fournir à l'administration tout document utile, pour fixer les termes du contrat. Voilà, ça paraît assez évident, si je peux dire ça, et un autre cas, ce serait la transmission d'un dossier de recrutement et une proposition de rémunération où le juge est aussi venu dire qu'il y avait véritablement une promesse d'embauche. Hem et donc les conséquences d'une telle promesse d'embauche non respectée, eh bien, ça va être que ça peut engager la responsabilité de l'administration, ça va même l'engager, et ça peut entraîner une réparation du préjudice qui sera subi par l'agent. Donc il y a lieu de vraiment faire attention, sur ces promesses d'embauche qui seraient données, mais qui ne seraient pas suivies par la suite. Pour autant, il y a une, hypothèse dans laquelle une collectivité peut revenir sur une promesse d'embauche, qu'on a ici indiquée, qui va être l'hypothèse où on a des mentions au casier judiciaire de l'agent qui, par exemple, n'avaient pas été mentionnées lors d'un premier recrutement, et dans ce cas-là, le juge administratif disait que, dans cette jurisprudence qu'on a indiquée, que, eh bien, la collectivité devait pouvoir revenir sur cette promesse d'embauche. Et donc, petit dernier conseil, au vu de ce que je vous ai dit, il faut bien s'assurer du choix de l'agent et vérifier bien, avec, rigueur, si les conditions sont bien remplies et les antécédents, potentiels judiciaires de l'agent avant d'adresser une promesse, d'embauche. Voilà pour cette partie, j'en ai terminé. Peut-être y a-t-il, d'autres questions? Alors on a, 2 questions. La première, c'est, est-ce qu'il est possible de alors sur la partie, du coup, entretien et réception des candidatures, est-ce qu'il est possible de, convoquer en même temps les candidats fonctionnaires et les candidats, contractuels? Ben, a priori, on vous le conseille pas dans la mesure où, et ça me semble pas judicieux, dans la mesure où au préalable, avant de pouvoir,
envisager un recrutement contractuel, il va falloir pouvoir, constater par écrit le fait qu'il n'y a pas eu enfin qu'il y a un recrutement infructueux, pardon, je vais y arriver, d'un agent, fonctionnaire. Donc il semblerait judicieux d'abord de recevoir les candidatures d'agents fonctionnaires et ensuite dans un second temps, d'agents contractuels pour que la procédure soit bien marquée en 2 étapes. Hem, Parce que ça me semble délicat en recevant les agents contractuels et les agents fonctionnaires en même temps, heu, de pouvoir, bien indiquer ça dans la procédure et heu et de pouvoir ensuite justifier de retenir un agent contractuel tout simplement. Mmh. Et justement sur, le fait de constater par écrit le caractère infructueux, est-ce qu'il existe un modèle ou enfin quelque chose qui expliquerait les différents éléments à mettre, dans cet écrit? Bonne question. Il me semble pas qu'on ait de modèle, si j'oublie rien, il me semble pas qu'il y ait de modèle, qui soit établi indiquant ce qu'il convient d'indiquer précisément. Pour autant, je pense qu'il faut indiquer un minimum pourquoi est-ce que les candidatures d'agents fonctionnaires n'ont pas été retenues. Donc ça peut être pour différents motifs, soit il y a des profils qui in fine correspondaient pas vraiment, ça peut être pour, des critères liés à un entretien qui se serait mal passé ou d'autres éléments. Donc je pense qu'il faut bien consigner ces éléments par écrit. C'est ce qui pour bien justifier du caractère infructueux. Maintenant sur la forme exacte de ce document, on n'a pas de précision particulière. Mais il faut bien pouvoir le consigner avec, suffisamment de clarté, je pense et puis enfin un maximum de clarté en tout cas et en détaillant les motifs. Oui. Merci Morgan et on n'a pas, d'autres questions pour l'instant. Donc je pense qu'on va, pouvoir, enchaîner sur la troisième et dernière partie. Merci. Merci Émilie et Morgan. Donc on va voir ensemble, donc dernière partie sur la signature du contrat de travail, donc la rédaction et la signature du contrat et les dernières formalités à effectuer, avant l'embauche ou au moment de la prise de poste de l'agent. Donc commençons par la rédaction du contrat, à commencer par la forme que doit revêtir cet acte d'engagement. On est bien sur un contrat de droit public et non pas un arrêté. Le contrat, il est obligatoirement écrit. Ça veut dire qu'en l'absence de contrat écrit, la collectivité ou l'établissement engage sa responsabilité. Le contrat, il est signé par les 2 parties, donc son contenu résulte de la volonté de ces 2 parties. Par contre, son contenu n'est pas totalement libre, ça on va le voir ensemble, puisqu'il faut respecter un certain nombre de règles statutaires avec des clauses obligatoires et des clauses facultatives. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir utiliser nos modèles de contrat qui sont actuellement en cours de mise à jour et qui vont être mis en ligne d'ici la fin du mois, sur notre site internet. Donc on va étudier ensemble les clauses obligatoires à mentionner dans les contrats de travail. Donc là, ça vaut les premières clauses, elles sont communes à tous les contrats de travail. Donc à commencer par le fondement sur lequel le contrat est établi. Donc par fondement, on entend la disposition législative, donc l'article du code, et éventuellement l'alinéa s'il y a plusieurs alinéas dans cet article. Avec une précision pour certains types de contrats, donc ça vaut pour les contrats de remplacement, les contrats pour vacances temporaires d'emploi et les contrats pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Là, il faut aller un petit peu plus loin, il faut définir précisément le motif du recrutement de l'agent contractuel. Pour les contrats de projet, le texte nous dit qu'il faut décrire le projet ou l'opération. Donc ça, c'était pour le fondement. Également, autre clause obligatoire, l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur. Ensuite, il faut également faire figurer la date d'effet et la durée du contrat. Pour un contrat de projet, le texte nous précise que la durée du contrat doit correspondre à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifiée. Donc le fait qu'il faut une date d'effet et une durée, ça veut dire que est illégale une clause de tacite reconduction. La conclusion, la durée déterminée du contrat est expressément prévue dans le contrat et si, renouvellement du contrat il doit y avoir, ce renouvellement,
s'effectue par la signature d'un nouveau contrat de travail. Et j'insiste bien sur ce point, on parle bien d'un nouveau contrat. On ne renouvelle pas un contrat de travail par avenant. Toujours dans les clauses obligatoires, on nous dit que les contrats de travail doivent préciser l'emploi occupé et la catégorie hiérarchique. Donc on parle bien d'emploi et de catégorie hiérarchique. Donc on n'a pas à voir dans un contrat de référence à un grade, à un cadre d'emploi ou à un échelon, qui sont des éléments de la carrière qui appartiennent aux fonctionnaires. Pour le contrat de projet, le texte va un petit peu plus loin. Il nous dit qu'il faut définir les tâches à accomplir par l'agent recruté. Également mentionner le ou les lieux d'exercice des fonctions, donc le lieu s'il n'y en a qu'un seul, ou à défaut de lieu fixe ou principal, indiquer selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux. Il y a également des dispositions pour les fonctions exercées à l'étranger. Ensuite, le texte a une petite rubrique un petit peu vague qui s'intitule Conditions de l'emploi de l'agent. Donc là, on y met un peu ce qu'on veut. Nous, ce qu'on vous propose, c'est par exemple de préciser la quantité de temps de travail de l'agent. Vous pouvez également préciser ses horaires de travail, ou des modalités diverses, par exemple si l'agent doit effectuer des déplacements, s'il a un véhicule de fonction ou un logement de fonction, par exemple. On poursuit avec les clauses, avec une mention des droits et obligations de l'agent lorsqu'il ne relève pas d'un texte de portée générale. Là, concrètement, vous le verrez dans nos modèles de contrat, c'est un article qui renvoie à certains articles du Code de tous les droits et obligations des agents. Également, point important, indiquer dans le contrat la rémunération de l'agent. Et là, le texte, il est précis. En termes de rémunération, il faut faire figurer le montant de la rémunération, les éléments constitutifs de la rémunération, donc le traitement correspondant à l'indice, éventuellement le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence selon le lieu d'affectation de l'agent et le cas échéant, les primes en vigueur dans la collectivité ou l'établissement public, ainsi que la périodicité de versement et les modalités de versement. Là, c'est pareil, vous verrez dans notre clause prévue dans nos modèles de contrat, tout est bien indiqué, vous n'aurez plus qu'à compléter les différents éléments. Toujours dans les clauses obligatoires, mais cette fois-ci, le contenu spécifique à certains contrats, en l'occurrence le contrat de projet. Dans le contrat de projet, il faut décrire précisément l'événement ou le résultat objectif qui déterminera la fin de la relation de travail, ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat. Également, préciser les procédures et garanties qui s'appliquent en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur. La rupture anticipée étant une modalité de fin du contrat de projet qui est très spécifique à ce contrat. Et donc, par conséquent, en cas de rupture anticipée, préciser le droit au versement d'une indemnité. Donc, il y a le contrat, mais il y a aussi des annexes qui sont obligatoires. Il y a des annexes communes à tous les types de contrats et il y a des annexes spécifiques selon les types de contrats. Donc, dans les annexes communes, vous trouvez les certificats de travail qui auraient le cas échéant, été délivrés par l'agent contractuel au titre de ses précédents employeurs publics. Et ça, c'est si vous en avez adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics. Par exemple, ça peut être un règlement intérieur si vous en avez un. Ça, c'est pareil, dans nos modèles de contrat, vous avez un article final qui liste les différentes annexes. Ça vous servira de pense-bête pour savoir quel type d'annexe penser à joindre. Pour le CDD, pour vacances temporaires d'emploi, il faut également joindre une autre annexe, c'est un descriptif précis du poste vacant qui est à pourvoir. Donc là, on a fait le point sur les clauses obligatoires sur lesquelles vous ne pouvez pas déroger. On va faire maintenant un focus sur une clause facultative très importante sur laquelle on a régulièrement des questions. Donc j'attire votre vigilance sur ce qu'on va se dire. Ça concerne la période d'essai. Le principe à rappeler, il est possible de prévoir une période d'essai. Ce n'est pas obligatoire et ça vaut quel que soit le type de contrat. Donc possibilité de prévoir une période d'essai. Par dérogation, vous êtes obligé de prévoir une période d'essai s'il s'agit de conclure un contrat sur un emploi fonctionnel de direction. Et dans ce cas-là, la durée maximale de la période d'essai, elle est de 6 mois. Si vous décidez de mettre en place une période d'essai, les objectifs de cette période, pour vous, en tant qu'employeur, c'est d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail. Mais la période d'essai, elle a aussi un intérêt pour l'agent, c'est de savoir si les fonctions occupées lui conviennent.
À partir du moment où vous actez le fait de vouloir fixer une période d'essai, il faut obligatoirement mentionner dans le contrat de travail la durée de cette période d'essai et la possibilité de la renouveler. Et en cas de renouvellement, ça sera pour une durée qui sera au plus égale à sa durée initiale. Si vous ne mentionnez pas ces éléments-là, c'est-à-dire la durée de la période d'essai, le contrat il va être réputé conclu sans période d'essai. Donc, ce qu'on vous conseille, et vous verrez dans nos modèles de contrat, c'est d'indiquer expressément qu'il y a une période d'essai et définir sa durée et les modalités, ou alors indiquer expressément que ce contrat ne comporte pas de période d'essai. Une limitation tout de même à l'instauration d'une période d'essai si vous souhaitez en mettre une. Il faut quand même vérifier plusieurs points avant de l'indiquer dans le contrat. Il y a plusieurs conditions qui sont cumulatives qui font que dans ces cas-là, on ne peut pas mettre en place une période d'essai. Première condition, lors de la conclusion d'un nouveau contrat ou du renouvellement de ce contrat avec le même employeur, le même agent, pour exercer les mêmes fonctions ou le même emploi. La notion de même fonction, même emploi, le Conseil d'État, il nous dit que pour apprécier si c'est des fonctions identiques, on se réfère aux fiches de poste, aux termes employés dans les contrats. La question de la durée de la période d'essai. On se rend compte que c'est un point qui n'est pas forcément connu par les collectivités, donc j'attire votre attention. Le texte nous dit possibilité de moduler la durée initiale de la période d'essai à raison d'un jour ouvré. Donc un jour ouvré, c'est un jour effectivement travaillé dans la collectivité. Donc par exemple, si c'est un agent qui travaille du lundi au vendredi, c'est 5 jours ouvrés. Donc modulation à raison d'un jour ouvré par semaine de durée du contrat. Mais il y a un plafond fixé par les textes selon la durée du contrat. Donc ça, c'est ce que vous voyez apparaître dans le tableau. Par exemple, un contrat qui est conclu pour une durée inférieure à 6 mois, la durée maximale de la période d'essai est de 3 semaines, etc. Mais concrètement, comment on fait On va voir ensemble comment calculer la période d'essai et je vais l'illustrer ensuite avec des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. La période d'essai, une fois qu'on l'a calculée, on l'indique dans le contrat en jours calendaires, si la période d'essai, elle se calcule en jours, c'est-à-dire qu'on compte tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés, ou de date à date, si la période d'essai, elle se calcule en semaine ou en mois. Et donc là, on n'est plus quel que soit le nombre de jours réellement travaillés. On dit comme ça paraît un petit peu complexe. Je vous l'illustre avec des exemples issus de jurisprudence. Par exemple, on a un contrat qui est conclu pour 26 semaines. Ça nous donne 26 semaines, un jour ouvré par semaine, on arrive à 26 jours. Mais on ne va pas être sur 26 jours ouvrés dans le contrat. Concrètement, dans le contrat, on va mettre que la période d'essai, elle vaut du 7 janvier et on compte 26 jours calendaires et donc ça nous amène au 1er février. Autre exemple, période d'essai de 3 mois. Là, on est sur 3 mois de date à date. Donc, si on est sur un début de période d'essai le 1er avril, avril complet, mai complet, juin complet, on arrive au 30 juin. Je vous propose 2 exemples pour qu'on fasse ensemble les différentes étapes avec la bascule en jour ouvré et puis ensuite qu'on convertit en calendaire ou de date à date. Premier exemple, un CDD du 29 juin au 28 août 2026. Ça nous fait un contrat sur 2 mois. 2 mois correspondant pour ce contrat-là à 9 semaines. Donc, on va d'abord calculer le nombre de jours ouvrés par semaine. 9 semaines de contrat fois un jour ouvré par semaine, on est à 9 jours ouvrés. On va ensuite comparer ces 9 jours ouvrés avec notre plafond réglementaire. Là, on est sur un CDD de 2 mois. Donc, je reviens à mon tableau de départ, CDD de 2 mois. Donc, on est sur un contrat d'une durée inférieure à 6 mois. Mon plafond réglementaire, il est à 3 semaines. Et moi, j'ai calculé 9 jours ouvrés. 9 jours ouvrés, c'est inférieur à 3 semaines. Donc, dans ce cas, la période d'essai qui va être fixée dans le contrat est de 9 jours, correspondant du 29 juin au 7 juillet. Exemple numéro 2, on est sur un CDD plus long, du 31 août 2026 au 28 mai 2027. Donc ça nous fait 9 mois, soit 39 semaines.
Première étape, on calcule nos jours ouvrés, 39 semaines fois un jour ouvré par semaine égale 39 jours ouvrés. On compare avec notre plafond réglementaire, donc on est sur un CDD de 9 mois. Donc 9 mois, on est sur un CDD supérieur à 6 mois mais inférieur à 1 an, donc période d'essai d'une durée maximale d'un mois. 39 jours ouvrés, est-ce que c'est supérieur à un mois? Oui. Donc là, dans ce cas, notre, période d'essai, elle va correspondre au plafond réglementaire, c'est-à-dire un mois. Donc on est sur un mois de date à date. Ça commence le 31 août, donc ça se terminera le 30 septembre. Point important, que pour être tout à fait honnête, j'ai découvert en préparant ce webinaire, on a une jurisprudence qui nous dit que le point de départ de la période d'essai n'est pas nécessairement le premier jour du contrat, c'est le premier jour d'exercice effectif des fonctions. Donc attention, parce que si par exemple vous avez des contrats de travail que vous faites débuter le 1er janvier, bah, en réalité, la période d'essai commencera pas le 1er janvier. Donc ça va avoir une incidence sur, notamment si vous voulez mettre fin à la période d'essai, si vous voulez faire un licenciement, selon si c'est un licenciement au cours ou à l'issue de la période d'essai. Donc là, je vous ai mis un exemple, un contrat qui débute le 1er janvier 2027, mais en réalité, bah, l'agent, il va pas travailler le 1er janvier. Il ne commence effectivement à exercer ses fonctions qu'à compter du 4 janvier 2027. La période d'essai, d'après ne débutera qu'à compter du 4 janvier 2027. Une fois que vous avez préparé votre contrat de travail, on arrive à l'étape de la signature. Le texte nous dit que le contrat doit être rédigé en 2 exemplaires, signés par les 2 parties et vous remettez un exemplaire du contrat à l'agent. En ce qui concerne les mesures de publicité, le principe, c'est une transmission du contrat de travail au contrôle de légalité, une exception pour les contrats pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Et on vous invite à transmettre vos contrats au centre de gestion comme prévu par le code général de la fonction publique. Dans les ultimes démarches à effectuer, avant la prise de poste de l'agent, c'est effectuer la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF. Donc vous avez un délai réglementaire qui est prévu, au plus tôt 8 jours avant l'embauche et au plus tard le jour de l'embauche de l'agent. Et j'en termine avec la prise de poste de l'agent et ça va répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure, dans le chat. Il va falloir, une fois que l'agent aura commencé ses fonctions, donc c'est pas avant la prise de poste, c'est une fois que l'agent a pris son poste, il va falloir le convoquer à un examen médical, auprès du service de médecine de prévention, donc auprès du médecin du travail. Puisque pour rappel, comme vous l'avez vu avec Morgan, la visite médicale, d'embauche auprès du médecin agréé, est supprimée, donc sauf pour les sapeurs-pompiers. Donc vous ne pouvez pas, contrôler l'aptitude d'un agent avant sa prise de poste, puisque sinon ça reviendrait à faire de la discrimination en raison, de l'état de santé, comme vous l'a dit, à juste titre Morgan. Et j'en ai terminé. Je vois qu'il est 15h29, donc si vous en êtes d'accord pour qu'on déborde un tout petit peu, je ne sais pas, ceci dit, s'il y a eu des questions, on peut peut-être en prendre quelques-unes, avant de clôturer ce webinaire. Alors, effectivement, il y a eu des questions. On en a certaines qui, à mon sens, on va dire, ça déborde un peu de notre thématique du jour, mais il y en a certaines auxquelles on va pouvoir répondre, en tout cas. OK. On a une première question qui portait sur la durée maximum de la période d'essai et la personne se demandait: «Est-ce que ça comprend, le renouvellement?» Et je pense qu'elle parle du renouvellement de la période d'essai. Donc est-ce que, il faut inclure le renouvellement dans cette durée maximale? Par rapport au plafond ici? Oui, je pense que c'est ça. C'est une très bonne question. Donc ça serait dans l'hypothèse où, par exemple, la période d'essai, on serait sur un CDD de moins de 6 mois. La période d'essai, elle serait fixée, directement à 3 semaines parce que la durée du contrat fait que. En matière bah, non, parce que renouvellement égale nouveau Oui. contrat. Donc pour moi, ah Ah quoique oui. non. Non, non, parce que du coup, qui dit renouvellement, on arrive là. Donc qui dit renouvellement, si c'est un vrai renouvellement, on est sur les mêmes fonctions, donc là, pas de nouvelle période d'essai. Mmh. Ah, mais c'est pas renouvellement du contrat, c'est renouvellement de la période d'essai peut-être? Ben, la personne ne le précise pas vraiment, donc ça peut être les 2. Mais si c'est un OK. renouvellement de la période d'essai, effectivement, là, du coup, c'est pas pris en compte, je pense,
Alors, ce qui est sûr, c'est que si c'est renouvellement du contrat, on ne peut pas fixer une nouvelle période d'essai, comme ce qui Mmh. s'affiche actuellement à l'écran. Si par contre, c'est renouveler la période d'essai, Oui, c'était bien ça, c'était, renouvellement de période d'essai a priori. est-ce qu'on se limite au plafond ou pas? C'est une bonne question, faudrait que je vérifie parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Mmh. On va prendre le temps de regarder sur cette question et ça sera traité dans la foire aux questions qui sera disponible sur notre site Mmh. internet. Je préfère pas m'avancer, faut que je reprenne précisément comment est rédigé le texte avant de m'avancer. Sauf si D'accord. Morgan, toi Moi, pour toi c'est je très clair, mais j'aurais eu tendance à dire que, comment? Cette disposition qui prévoit la durée de la période d'essai, j'aurais eu tendance à dire que c'est pour la période d'essai de base, si on peut dire, initiale, et qu'elle peut être renouvelée pour la même durée. Donc j'aurais considéré que la période maximale, ça s'appliquait pour, la période d'essai initiale, ouais. mais peut-être que j'ai une lecture un peu restrictive et effectivement, ça vaut peut-être le coup de relire les dispositions, là-dessus. On avait une autre question sinon qui portait sur l'hypothèse où il y aurait des congés de maladie ou RTT ou congés ou jours fériés. Donc ça fait plusieurs hypothèses possibles, mais est-ce que du coup il y a des modalités pour repousser la période d'essai? Heu, Oui, on a notamment une jurisprudence alors on sort du webinaire, hein, avec cette question-là, ça sera on a une jurisprudence au moins sur, le report en matière de congé maladie, qui est admis. Proportionnellement, s'il y a X jours de maladie, ça décale d'autant la période d'essai. Mais la jurisprudence de mémoire, elle était que sur la maladie. Donc, il faudra mais ça tout ça, ça sera précisé dans la fiche statut. Très bien. Il y a une autre question qui portait sur les droits des agents, mais je pense qu'on va pas y répondre ici. En cas de notamment licenciement en cours de période d'essai, Ouais, c'est pas le sujet. voilà. Et une dernière question, si je n'en ai pas raté, qui portait sur, les rendez-vous auprès de la médecine de prévention avec dans l'hypothèse où il y a peut-être des délais trop longs ou un rendez-vous qui est pas possible, la personne se demande si c'est possible d'envoyer les agents, auprès de médecins agréés pour effectuer cette visite. Je vous le conseille pas. Oui, je suis d'accord. Bah, ou alors, en tout cas, enfin, pour moi, ça rem vous en faisant ça, vous remplissez pas votre obligation réglementaire, même si j'entends bien effectivement que c'est très compliqué, d'avoir des rendez-vous, médecin du travail. D'ailleurs, c'est pas forcément plus simple médecin agréé, mais je vous le conseille pas parce que le texte, il précise bien que c'est la médecine de prévention et d'autant plus que médecin agréé n'est plus compétent pour l'aptitude à l'embauche. Si jamais il y a un avis d'inaptitude qui est prononcé, je ne sais pas ce qu'il vaudra. Oui, complètement. Et pour le moment, c'est toutes les questions qui étaient posées si je n'en ai pas raté. OK. Alors j'entends bien qu'effectivement, il y a des questions sur la période d'essai. On creusera ce point sur, Ah oui. sur le renouvellement de la période d'essai, sur que le licenciement en cours de période d'essai, ça fera Mmh. l'objet de précisions, Il y avait ultérieures. ouais, il y avait une autre question que j'avais pas vue qui était sur la démission, mais là, pareil, on va sûrement pas Ouais. l'aborder. Puis on avait fait une fiche statut et un webinaire sur le sujet, donc vous pouvez peut-être le consulter en l'occurrence. Hem, ah oui, et il y avait une autre question, mais pareil, je pense qu'on va pas l'aborder. En plus, c'était sur une partie d'avant, sur un remplacement d'un agent de police municipale, fonctionnaire. Hem, je Bah, c'est ce que tu rappelais, je sais plus si c'était toi Morgan ou Émilie, le Mmh. fait qu'on ne peut pas recruter un agent contractuel sur des fonctions de C'est policier ça. municipal. Et a Donc priori, pour un recrutement d'ASVP, ça va être sur des fonctions qui doivent être différentes, du coup, et un autre emploi. Donc mmh, c'est pas le remplacement va à proprement parler pas porter sur exactement les mêmes missions, donc on peut peut-être pas vraiment parler de ça pourrait être un renfort quelque part, mais c'est pas vraiment un remplacement. Oui, je pense que ça mériterait peut-être une de répondre plutôt, par mail avec, qu'on pousse un petit peu, notre réponse. Donc, Éventuellement, oui. Et voilà, et il y avait pas d'autres questions a priori, plus récentes. OK, très bien.
Eh bien, dans ce cas, bon, il est 15h36, ça va au final, ce bug technique nous aura fait déborder de 6 minutes. Je m'excuse à nouveau auprès de vous. Et je vous propose qu'on clôture ce webinaire ici. Je vous remercie de votre participation et de vos questions. Quand le webinaire va se terminer, vous allez voir, ça va vous envoyer automatiquement un petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien prendre quelques minutes pour y répondre, pour nous, c'est très précieux d'avoir vos retours et vos suggestions de thématiques, pour de prochains webinaires. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez recevoir par mail, d'ici une petite heure, le support de la présentation d'aujourd'hui. Et d'ici la fin du mois, on va publier sur un dossier RH consacré au recrutement des contractuels, fiche statut, le replay de ce webinaire, modèle de délibération et de contrat de travail. Et vous retrouverez la foire aux questions qui va reprendre les réponses à l'ensemble des questions qui ont été posées aujourd'hui. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à notre lettre mensuelle d'informations juridiques, juridico, et vous aurez le lien vers tous ces documents-là dans cette lettre d'info. Eh bien, on vous remercie à nouveau et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à vous, bonne fin d'après-midi. Oui, merci.